Alors, bonjour, Bonjour. bienvenue. Oui. Et je vous remercie, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à notre projet de recherche. C'est très apprécié, merci. Ok. Alors, je commence par vous demander votre nom, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Kinkeo Savejwang. OK. Je suis née à Vientiane, au Laos. Alors, la capitale du La, Laos. voilà, la capitale du Laos. Pouvez-vous partager avec nous, s'il vous plaît, vos souvenirs de votre enfance Ouais. au Alors, Laos? au Laos, donc, je suis née au Laos, mais la famille est allée en France de 66 jusqu'en 73. Nous sommes revenus en 73 et 18 mois plus tard, les communistes sont arrivés. Donc nous avons quand même vécu 6 ans avec les communistes. Et à partir de ça, il y a eu tout un changement au niveau politique, au niveau de la famille. Alors ça a été un chambardement. Voilà. Alors mon papa était donc, comme c'est un ancien fonctionnaire, il a été emmené avec 200 autres fonctionnaires dans des camps de réadaptation qu'ils appellent. Alors nous sommes retrouvés, ma maman s'est retrouvée toute seule à 40 ans avec 6 enfants. Et puis, tant bien que mal, bon, on a suivi les règlements et tout, mais c'est surtout l'oppression. On ne pouvait pas être soi-même, hein. Alors tout le monde était pareil, on devait s'habiller tout le monde de la même manière, on devait avoir la même ligne de pensée. Alors les personnes, surtout les étudiants, si vous êtes créatif, vous avez de l'imagination, vous mourrez à petit feu. Parce que là, vous n'avez plus de personnalité du tout. Alors moi, à ce moment-là, j'avais donc 15 ans, en 75, lorsqu'il y a eu l'abolition de la monarchie et tout. Alors c'est l'adolescence. Alors c'était comme une coupure. Alors du jour au lendemain, je me suis retrouvée adulte pour être donc le bras droit de ma maman, comme notre père a été emmené dans les camps. Alors on n'a pas eu de jeunesse, mes sœurs et moi, parce qu'on était d'adolescents, on est devenus adultes. Comment dire, pas par dépit, mais par nécessité. Voilà. Alors, est-ce que je peux vous demander, est-ce que vous aviez des frères et des sœurs? Oui, j'ai 4 sœurs puis un frère, et je suis l'aînée. Et dans la culture laotienne, l'aînée devient souvent la deuxième maman, et le bras droit des parents, si vous voulez. Alors pendant tout ce temps, mon père était dans les camps de réadaptation pendant 2 ans. Alors comme c'est un fonctionnaire, comme il n'a jamais fait de politique, et ce n'est pas un militaire, alors au fur et à mesure, au bout de 2 ans, mais ils ont vu ils ont fouillé dans le passé de tous les anciens fonctionnaires, ils ont vu qu'ils n'ont rien fait de malsain, si vous voulez. Alors petit à petit, ils ont libéré. Voilà. Alors au bout de 2 ans, une fois notre père libéré, nous sommes retournés à Vientiane. J'ai oublié de dire qu'avant, avant 1975, mon papa a été muté à Luang Prabang. Luang Prabang, c'est la capitale royale. Oui. Et nous sommes restés là en attendant notre père. Mais dès que notre père a été libéré, nous sommes tous revenus à Vientiane. Et à partir de là, bon, tout le monde allait à l'école. Moi, j'avais commencé ma première année de la faculté de médecine. Mais dans une semaine, on allait à la fac 3 jours. Les 4 journées, on faisait des rizières, on faisait des routes, on allait aider les paysans à faire plein de choses, mais pour l'État. Voilà. C'était la priorité pour reconstruire le pays, si vous voulez. Et on avait une sœur qui était plus jeune, elle avait 15 ans. Il y a un beau jour, elle n'est pas revenue à la maison. Alors un de ses amis est revenu avec sa bicyclette. Alors on dit, ça y est, elle est décédée, elle a eu un accident et tout, mais pas du tout. Ils ont dit, votre sœur est partie avec 200 autres élèves au Vietnam. Oui. Alors, je suis allée au ministère de l'Éducation. Et puis je dis, voilà, ma soeur n'est pas rentrée, oh, elle n'est pas la seule, vous savez, ils sont 200. Regardez, il y a une liste affichée quelque part. Je suis allée voir la liste, il n'y avait que des prénoms et des numéros, aucun nom de famille. C'est que les jeunes n'appartenaient plus aux parents, voilà, ils appartenaient à l'État. Alors, ils ont fait comme un lavage de cerveau, si vous voulez, pour que 200 élèves soient d'accord pour partir comme ça, pour aller étudier au Vietnam, pour apprendre plus sur le système socialiste et tout.
Alors c'était un choc pour les parents, vous savez. Puis c'est là que moi je leur ai demandé, parce qu'on avait encore 2 sœurs plus jeunes, puis un jeune frère, vraiment 10 ans, 11 ans et puis 4 ans. Puis on avait peur qu'ils se fassent endoctriner. Hein. Ouais. Alors demander aux parents, est-ce qu'on part ou on part pas et tout. Mais on ne se disait pas ces choses-là, parce qu'il y avait beaucoup de monde autour de nous qui avait des oreilles, hein, donc tout le monde était surveillé. Alors les parents disent, écoute, on s'en reparlera. Mais on voyait très bien qu'ils avaient peur de perdre d'autres enfants. Alors au bout de quelques mois, comme je suis l'aînée, on dit, écoute, on va partir. On n'avait pas le choix. On n'avait plus d'avenir de toute façon. Et pendant 8 mois, on a préparé, c'est eux, ils ont préparé les parents. Tous les enfants étaient restés ils n'étaient pas au courant, ils étaient trop jeunes. Et puis un beau jour, on a dû quitter donc la maison, mais chacun à notre tour. On avait à bicyclette. Alors moi, mais 2 de mes sœurs sont parties ensemble à bicyclette. 3 heures après, c'est moi, puis ainsi de suite. Les 3 plus jeunes partaient avec les parents en voiture à la nuit tombée. Et on est allé dans le village natal de notre papa, au bord du Mekong, qui s'appelle Banham. Et puis notre grande-tante, dont la sœur de notre grand-mère nous a cachés. Elle a risqué sa vie pour nous. Elle n'a pas eu peur, la grande-tante, vraiment. Alors on est allé se cacher chez elle jusqu'à 2-3 heures du matin, le temps qu'il fasse nuit. C'était votre grand-mère? La sœur de ma grand-mère, oui, notre grande-tante. Hein. Okay. Alors mes sœurs sont arrivées, elle l'a caché, puis ainsi de suite. Elle a caché toute la famille et tout. Okay. Et à 2-3 heures du matin, le passeur est arrivé, donc la personne que les parents avaient contactée pour traverser le Mekong. Et puis, si on avait vu la pirogue de jour, on ne serait jamais monté dedans. Elle était toute petite, on était 8. Et puis, on avait des petits paquets de vêtements, vous savez. Il dit, non, c'est vous ou les paquets de vêtements. Il n'y a pas de place. Alors, on a tout laissé, et puis tout ce qu'on avait, c'était ce qu'on avait sur le dos. On n'aurait jamais pensé qu'on allait vivre ça. C'est quelque chose. Ça vous tombe dessus, voilà, ça vous tombe dessus complètement. Et lorsqu'on a traversé le Mekong, les gardes-côtiers nous tiraient dessus. Parce que c'était leur rôle, c'est leur manière. Ils savaient que les gens traversaient, donc ils tiraient. Pour nous faire peur, ou bien pour nous faire revenir. Bon. Au bout de 30 minutes, arrivé en Thaïlande, comme vous êtes noir, il faisait encore nuit, nous sommes cachés dans une plantation de tabac. Parce que notre père a dit que c'était trop dangereux qu'on traverse les chemins comme ça. Il y avait nous, on était 6 femmes, donc ma maman puis nous les filles, et puis mon oncle et notre père comme adultes hommes. Et puis il faisait froid, on avait peur, c'était sûr, mais notre père est calme, hein, il dit tranquillement. Voilà, c'était Alors, dès qu'il a fait jour, on s'est rendu à la police du village. Le village qui est donc vis-à-vis du village du Laos. Et puis voilà, on s'est présenté, voilà, nous avons traversé le Mekong cette nuit. Nous demandons asile, on n'a pas de papier, on n'a rien. Et puis le chef de la police était compatissant. Il dit, venez dans le bureau, vous allez prendre une douche, on va vous apporter à manger. Ça nous a beaucoup aidé parce que toute la nuit, on était trop stressés, on était trop anxieux. Et une fois qu'on avait venu manger, d'écouter ce soir, je ne voudrais pas que toute la famille, vous allez dans les cellules avec les voyous, les gangsters, les prostituées, on va vous apporter des lits de camp et puis vous allez rester dans les bureaux. Puis mon père a dit non. Du haut de mes 19 ans, puis ma autre soeur de 18 ans dit mais pourquoi elle dit non, notre père, c'est tout. Mais ça, c'est la sagesse de notre papa. Il a dit non, on ne veut pas déroger à vos règlements, emmenez-nous où les autres réfugiés sont supposés d'aller. Alors on nous a emmenés les femmes dans les cellules avec les femmes, ma maman puis moi et nos sœurs, et puis mon papa, mon oncle et mon petit frère dans la cellule des hommes. Okay. Et je pense que nous sommes quand même nés sous une bonne étoile, parce que la Croix-Rouge, normalement, venait dans ce petit village-là aux 3 semaines. Et le lendemain, c'est la journée où ils venaient. Alors nous n'avons fait qu'une seule nuit de cellule. Alors je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment pas un présage, mais que ça va bien aller. Oui. Ouais, on s'est dit que
Alors, Je vais vous arrêter là parce que je voudrais vous demander, avant votre départ du Laos, est-ce que vos parents travaillaient encore jusqu'au moment que vous avez quitté le pays? ma maman, oui, Oui, ok. et mon papa, non. Parce qu'une Ok. fois qu'il est revenu du camp de réadaptation, donc il y avait une période d'adaptation pour lui aussi, vu que ce n'est plus le même système. Voilà. Mais il faisait beaucoup de potager, tout ça, il s'occupait beaucoup. Mais maman était sage-femme, technicienne en radiologie. Donc, elle travaillait à l'hôpital tout le temps, jusqu'au dernier jour. Puis moi, j'allais donc à l'école, puis mes sœurs aussi, jusqu'au dernier moment. Ok. On n'a rien laissé prévoir que les gens pouvaient nous soupçonner qu'on allait partir. Voilà. Puis, au moment de votre départ, est-ce que ça a été nécessaire pour vos parents de payer pour Oui, votre... Ok, sûrement. ok, Comme ça, c'est un peu tabou, hein. Ils n'en ont pas parlé, ils nous ont protégés. Voilà. Pourtant, j'étais assez âgée, j'ai quand même 19 ans. oui, Mais dans la culture laotienne, vous avez le monde des adultes et le monde des enfants. ok, Alors, je les ai remerciés pour ça, pour ne pas nous mettre sur les épaules des détails. d'accord. Mais en tant qu'adulte, je le vois qu'ils nous ont protégés. Mais en tant que jeune, je leur en ai voulu de ne pas nous avoir fait assez confiance. Vous voyez, voilà. Et puis, est-ce que au moment de la décision de partir du pays, est-ce que vos parents vous ont demandé de faire attention de ne pas en parler à personne à ce moment-là? Absolument. Ok. Oui, oui. Alors, il fallait garder le Oui, silence. oui. Alors, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les amis, personne ne devait savoir. Ok. Alors, c'est pour ça qu'on a dit aux plus jeunes la journée même. Les trois plus vieux, on le savait depuis quelque temps. Mais les trois plus jeunes, la journée même. D'accord. Oui. Alors, vous avez payé pour traverser le Oui, Mekong dans oui. un petit Oui, bateau. oui, Et vraiment. puis, vous avez déjà décrit comment vous vous êtes rendu chez la police. Oui. Alors, à partir de votre expérience avec la police, vous m'avez dit que vous rencontrez la Croix-Rouge. Oui, la Croix-Rouge est venue le lendemain. Elle chercher tous les réfugiés qui étaient dans ce petit village-là. Et ils nous ont emmenés à 50 km de là, dans le vrai camp de réfugiés. C'est le camp de Nankai. Oui. Voilà. Et là, il y avait au moins 5000 réfugiés. Il y avait des fils barbelés, c'est sûr. On était au moins 5000, je pense. C'était comme une ville. Mais on ne savait pas, dans notre tête, qu'on allait être enfermés. Ça, c'était un choc. Ça a été quelque chose. Et avant d'arriver dans le camp de Nankai, on nous a mis dans un camp de transit. Et puis, ça a été... on a vu ce que c'était ne pas avoir de règlement. Alors les gens chipaient à droite, à gauche, on était tout le monde ensemble et tout, on avait peur, on n'a jamais vécu ces choses-là. Hein. Ça vous tombe dessus, puis vous ne savez pas comment réagir. Et arrivé dans le vrai camp de Nankai avec les inscriptions et tout, et puis on a retrouvé des amis qui étaient là, il y en a qui étaient là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, ceux qui n'avaient aucune famille à l'extérieur, qui connaissaient personne, donc ils avaient une liste d'attente. Ça, c'est un autre choc. On dit, est-ce qu'on va passer 7 ans, 6 ans dans un camp? Et notre bonne étoile était encore là. 3 semaines, non, un mois plus tard, les gens, l'administration du camp avait besoin de femmes interprètes. Alors je me suis présentée, je parle français, est-ce que je peux vous aider? Elle dit oui, il y a le Québec et le Canada qui s'en viennent et pour la première fois, ils vont venir interviewer des familles de réfugiés parce que c'était un programme en 79, ils amorçaient un nouveau programme. Alors je travaille avec eux, puis avec l'ONU aussi. Et au bout de quelques mois, le monsieur de la Maison du Québec, l'immigration, a dit, écoutez, mademoiselle, est-ce que vous savez qu'on parle français au Québec? Je dis, oui, on connaissait plus ou moins le Québec. Il dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Venez faire vos papiers. Toute la famille est francophone, vous êtes instruits, il n'y a aucun problème pour vous au Québec. Nous, on vous voit au Québec, là, ça va être chez vous. Mais je ne peux pas décider toute seule. Le retour dans notre cabane, parce que dans les camps de réfugiés, on avait des huttes, des cabanes. Et réunion de famille. Puis ma maman dit non. Non, elle veut retourner à Marseille, parce qu'on habitait à Marseille. En Provence, le soleil, là, elle dit, qu'est-ce qu'on va faire au Québec avec les caribous puis les Indiens?
C'était l'horreur pour elle, la pauvre. Et je dis, mais tu sais, maman, c'est un beau cadeau de la vie. Il y en a qui font 6 ans, 7 ans de camp, puis là, on te l'offre. Elle dit, non, non, non. Elle dit, non, non, non. On ne vous voit pas, votre père et moi, vous emmener comme ça à l'autre bout du monde. La déception pour mes sœurs et moi, c'est sûr. Puis on a dit, écoutez, et pour la première fois de ma vie, c'est dans la culture laotienne, il faut écouter les parents, à n'importe quel âge que vous ayez. Alors je dis, si vous voulez attendre la France, je peux comprendre. Sauf que moi, je dis non. On a perdu assez de temps dans les camps, avec les communistes. On a assez passé, on ne va pas perdre toute notre jeunesse ici. Alors nous, on va y aller. Mais je ne sais pas si j'aurais eu le courage de le faire. Mais c'est sorti du cœur, vous savez, lorsque vous êtes pris comme ça. Alors je ne sais pas ce que mon papa ils sont parlé toute la nuit. Puis au petit matin, et le lendemain, ils ont dit, d'accord, on va relever le défi, pour vous. Puis là, on a vu tout l'amour qu'ils avaient pour nous, parce que eux, leur vie était faite en fin de compte. Ils pouvaient aller n'importe où finalement. Mais ils voyaient l'avenir pour nous. Alors, on nous sommes inscrits et puis... Est-ce que je peux vous demander, c'était en quelle année? 79. Donc, on a eu l'interview au mois d'août. Au mois d'août. Et au mois d'octobre, donc 4 mois après, ils nous ont mis donc, dans un camp de transit à Bangkok. Et puis pour venir donc au Québec. Nous, ce n'était pas le Canada, c'était le Québec. Parce que dans notre tête, francophone, c'est Québec. Ce n'est pas l'Ouest canadien, c'est pour nous. Et c'était clair et net qu'on allait à Montréal. On s'était fait tout un cinéma à Montréal parce que on était sûrs de ça, vous voyez. Et donc après le camp de transit, on arrive ici, la base à Mirabel, à cette époque-là. Et c'était un samedi, un 12 décembre. Il pleuvait puis il neigeait en même temps. Il n'y avait pas un chat, c'était désert. Ma mère dit, tu vois, c'est ça le Canada. Il y avait des réfugiés laotiens, cambodgiens, vietnamiens dans le même avion. On était 500. Les personnes âgées pleuraient, les enfants pleuraient. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, amener la famille ici. Et puis, ils devaient nous emmener à la base militaire de Longue-Pointe. Sur Hochelag, la gare Maisonneuve, c'est là qu'on faisait tous les papiers, numéro d'assurance sociale, d'assurance maladie, les tests de prise de sang pour faire en bonne santé. Et puis arrivé là, au bout de 2 jours, une fois qu'on a passé tous les tests, on dit voilà, maintenant on va venir vous chercher. C'est un groupe de parrainage qui va venir vous chercher. Je dis c'est quoi un groupe de parrainage? On ne savait rien. Écoutez, vous êtes quand même 10 personnes. Il n'y a aucun appartement à Montréal qui pourrait... Et on ne pouvait pas être livré à vous-même comme ça. On ne va pas vous lâcher dans la nature comme ça. Alors je dis, OK, groupe de parrainage. Et ce groupe de parrainage va venir vous chercher et puis on va vous amener à Louisville. Je dis, Montréal? Elle dit, non, Louisville. Et puis nous, on était... Non, on est supposé de rester à Montréal. Je dis, mais qui vous l'a dit? Ben nous, c'était tout dans notre tête, vous savez. Elle dit, non, vous ne pouvez pas. Oh là là, on a pleuré. C'était mais l'inconnu, parce que nous, lorsqu'on s'est accroché à Montréal, c'était comme un but. Montréal, la grande ville, on vient peut-être d'un petit pays, mais on vient de la capitale quand même. Et puis finalement, c'est la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Louisville. Donc ils sont regroupés, ils sont venus nous chercher. Et puis eux, ils avaient déjà parrainé 2 autres familles de Laotiens. Alors on dit, oh, ben, s'ils ont l'expérience, donc on va être dans de bonnes mains quand même. Alors on est allés, et puis ils ont loué un grand appartement, donc pour nous et tout. Et puis, mais il n'y avait pas d'ouvrage, il n'y avait pas de travail. Alors je dis, je pense que je ne resterai pas à Louisville. Et puis je dis, non, 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 je veux autre chose. Et la Bonne Étoile, je la remercie encore parce que la communauté laotienne, on téléphone un peu par an pour dire qu'ils avaient besoin de femmes interprètes pour recevoir les autres réfugiés. Parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient des problèmes gynécologiques et puis elles ne voulaient pas parler aux hommes. Alors je suis venue à Montréal, à la base militaire, donc logée, nourrie, tout ça pendant 24 heures sur 24, donc de 5-6 mois. Parce qu'il y avait vraiment
les boat people, là, comme ils nous appelaient à cette époque-là. Donc c'était vraiment la grande ouverture, si vous voulez. Alors, je travaillais là. Okay. Alors, avant de continuer, est-ce que je peux vous demander, avez-vous des souvenirs de votre séjour à Nankai? Oui, 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 absolument. Oui, oui, oui. On ne savait pas qu'on devait faire la file pour avoir de l'eau. Voilà, ça aussi. Dans les huttes, il n'y a pas de robinet, hein, ça c'est la première chose. Et puis, je ne sais pas si je dois vous le dire, mais les 10 premières journées, mes sœurs et moi, on ne mangeait presque pas. Parce qu'on avait peur d'aller aux toilettes. Ah, okay. Parce que lorsque vous voyez l'état, c'est-à-dire on ne mangerait pas. Alors, vous voyez, des petites choses tellement banales pour tout le monde, mais c'est devenu énorme. Voilà, je pense que la vie nous a donné des épreuves, enfin, des petites choses comme ça. Ouais. Et puis, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai enseigné le français, donc j'avais un petit peu de revenus. Ma maman est allée aider à la clinique, à l'hôpital aussi. On a aidé, on a fait du bénévolat aussi. On ne peut pas rester sans rien faire, ça c'est sûr. Là, on a aidé, on a participé à la vie quand même du camp. Mais on ne sortait pas la nuit, ça c'est parce qu'il n'y avait pas de loi, hein, il fallait faire attention. Et ça, c'était pendant 4 mois? Non, c'était de février jusqu'au mois d'octobre. C'était 10 mois. Ah, 10 mois. C'était 10 mois. Et puis 2 mois à Bangkok. Ah, 2 mois à ouais. Bangkok. Alors ça fait donc, on est parti au mois de février 79, on est arrivé au mois de décembre 79. Là. Puis vos souvenirs de Bangkok? De Bangkok, c'était comment? C'était difficile parce que les officiers thaïlandais, ils ont découvert que ma sœur, celle qui est tout de suite après moi, avait la tuberculose. Alors qu'elle n'a jamais toussé de sa vie, qu'elle n'a jamais craché de sa vie. Il fallait de l'argent. C'est ce qu'on a compris après. Mais on n'en avait pas. Alors on dit, écoutez, faites ce que vous voulez, mais on n'en a pas. Mais ça va être plus long et tout, le temps de refaire les radiographies. Ben on va le faire, que voulez-vous qu'on fasse? Et on est resté, puis ils ont refait des radiographies qu'ils ont envoyées à Singapour ou quoi. Il n'y avait rien. Là, on a perdu 2 mois. Okay. Ouais. Il paraît que dans les grandes familles, ils ont essayé comme ça, les officiers français, de soutirer. Ça, c'était un choc. Parce que je me souviens, dans ce camp de transit-là, lorsque la Croix-Rouge apportait des vêtements, ils se choisissaient entre les beaux, les plus belles pièces, et puis laissaient les autres aux réfugiés. Alors ça nous a fait de la peine un petit peu. D'accord. Ouais. Votre soeur qui avait quitté pour le Vietnam, est-ce qu'elle est retournée? Oui, elle est ici avec nous. Okay. Elle est arrivée. Est-ce qu'elle était à Nankai avec vous? Non, elle est toujours au Vietnam. Elle est partie donc fin 78. Donc, elle est revenue en 81. Voilà. Et pendant 3 ans, on a fait les papiers pour qu'elle nous retrouve. Puis elle est arrivée ici en 84. Alors, donc 5 ans après. Elle a quitté le Vietnam pour venir vous rejoindre à Montréal. Oui, donc elle a quitté le Vietnam pour le Laos. Ils ont ramené les élèves au bout de 4 ans, je pense. Okay. Et puis à partir de là, on a élaboré quelque chose pour qu'elle s'enfuie aussi. Ouais. Okay. Elle est là, au bout de 4 ans. Puis on lui a posé la question. Comment tu as fait pour faire une fugue comme ça? Il paraît que pendant 1 mois, ils ont sorti de la maison les chaussures, les vêtements, tout au lieu d'avoir une valise. Voilà. Imaginez 200 familles qui ont perdu leurs enfants comme ça du jour au lendemain. Puis on ne savait pas qu'elle était au Vietnam, mais on l'a su plus tard. On savait qu'elle avait pris l'avion. Ouais. Ça, finalement, elle vous a retrouvé. Oui, oui, absolument. Alors, pouvez-vous me parler un peu de comment vous avez vécu votre vie là, dans les derniers mois, juste avant de partir du Laos? Ce qui était difficile, c'est qu'il n'y avait aucune monnaie qui circulait. Là, on ne pouvait pas acheter ce qu'on voulait. Tout était, c'était par ration. Alors, comme ma mère travaille à l'hôpital en tant qu'infirmière, elle avait donc des ratios de riz. Mettons 10 kilos de riz par mois, 2 kilos de sucre, 3 douzaines d'œufs, ou bien des boîtes de sardines, vous voyez,
Et puis, ce n'était que ça. Et puis, notre maman, nous, c'est un peu notre héroïne. Parce que ce qu'elle a fait, tout simplement par amour pour ses filles, elle a chippé des rouleaux de ouate à l'hôpital pour nous faire des serviettes hygiéniques. Parce qu'il n'y avait rien qui circulait. Elle ne voyait pas, on n'était que des filles quand même. Hein, alors ça, pour nous, c'était héroïque, parce qu'elle aurait pu se faire prendre. Se faire prendre, c'est-à-dire être enfermée. Ben, c'est du vol, normal, c'est ça. Pour eux, c'était du vol. Mais pour nous, en tant que mère, eux ne voyaient pas comme du vol. Et à la fin, vers la fin, quand on n'avait presque plus rien, parce qu'on allait vendre nos vêtements aux Cubains. Parce que les Cubains sont arrivés, les Russes sont arrivés. Alors, on est allé au marché noir. Il y avait des marchés noirs, on a découvert ça. Le système D était très développé. Le système des brouillards, là, on allait vendre les vêtements. Et puis, on avait de l'argent qui rentrait, mais qu'on ne pouvait pas acheter. Alors, il fallait passer par nos professeurs de langue. Donc, on apprenait le russe à l'école. Alors, ils nous ont beaucoup aidés, vous savez, pour ces petites choses-là. Alors, ils allaient acheter pour nous, dans les magasins, exprès pour les étrangers. Alors, ça y est, on était vraiment écrasés. Plus de liberté de penser, plus de liberté de... On mourait. Moi, je voyais ça comme une mort tranquille, tranquille. Alors, je pense, et puis la fugue de notre sœur, je pense, ça a fait éclater ça a été l'élément déclencheur. Voilà. C'était... Déclencheur pour le départ. Pour le départ, oui, absolument. Alors, vous avez parlé de votre expérience rendue au Canada. Oui. Pouvez-vous élaborer, s'il vous plaît? Alors, la paroisse Saint-Antoine de Padoue est venue nous accueillir. Donc, il y avait le curé, je pense qu'il y avait le médecin, les avocats, je pense, l'élite de la ville, ils sont mis ensemble pour justement accueillir les réfugiés. Et avant nous, ils avaient accueilli 2 familles de Laotiens. Et puis, je pense qu'il y a eu comme un manque de communication. Lorsque nous sommes arrivés, déjà, ils étaient étonnés qu'on parle français. Ils ne savaient pas qu'on parlait français. On ne leur a pas dit. Je pense c'est ça le manque de communication. Alors, comme les 2 premières familles ne parlaient pas français, ils ont dit « Ah, ça va être pareil ». Alors, ils ont été étonnés, ils ont été surpris. Et puis, une fois la surprise passée, ils ne comprenaient pas non plus, comment dire... je ne sais pas s'ils savaient que le Laos, c'était un ancien protectorat français, que le Laos est francophone, au départ, voilà. Et puis, au fil des choses, ils n'ont pas demandé notre vécu, ils n'ont pas su notre vécu. Alors, on était presque, moi, je l'ai senti, hein, c'est peut-être moi qui l'ai senti, eux, ils n'ont peut-être pas pensé, hein, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. J'ai senti qu'ils nous voyaient comme des imposteurs. Hein. Oui. Mais moi, de haut de mes 19 ans, hein, je voyais ça. Parce qu'ils nous regardaient, ils disaient, non, ce n'est pas des vrais réfugiés. Ouais. Oui, parce qu'il y a eu un manque de communication. Parce que les réfugiés, il y a plusieurs on vient de plusieurs villages, de plusieurs villes. Ouais. Voilà, alors je pense qu'ils ont voulu bien faire vite, vite, vite. Le programme, il faut le faire venir. Nous sommes reconnaissants, c'est sûr. Mais ce petit bout-là, ça m'a fait quelque chose. Okay. Oui. Puis à mes parents aussi. Mais ils ne l'ont pas dit, c'est sûr. Ils sont reconnaissants. Vous savez, mais on a manqué, pour les prochains réfugiés, je pense qu'il faudrait de faire cas par cas les familles, connaître un tout petit peu leur passé, hein, pour ne pas juger trop vite non plus. Et puis, lorsqu'ils nous ont emmenés dans les sous-sols d'église pour aller choisir des vêtements, parce que c'était l'hiver quand même, alors nous on a choisi tout, ma mère ne voulait rien savoir. Parce que pour elle, c'était des vêtements de personnes décédées. On a dit, mais non, maman, ce sont les personnes qui ont déménagé. Non, 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 non. Les croyances, on ne peut pas dire à quelqu'un, n'y croit pas, elle a cru toute sa vie. Alors, c'est comme si elle avait snobé un petit peu, mais ce n'était pas ça. Oui. Alors, il y a eu des petites choses. Alors, c'est pour ça que je suis partie vite de là aussi. Mais ça, c'est ce que moi, j'ai ressenti. Hein. Mais mes parents sont restés 3 ans. Ils ont aidé mes parents, donc l'épicerie, le loyer, l'intégration dans la société québécoise, mes jeunes frères et sœurs à l'école, c'était très bien. Ils ont mis tout leur cœur, hein, vous voyez, tout leur cœur pour aider vraiment à intégrer. Il y a des familles de Laotiens qui sont encore là, au bout de 40 ans,
Ils sont mariés avec des jeunes Québécois, des jeunes Québécoises. Donc vous avez des Lao québécois ou bien des Québécois Lao à Louisville ou un petit peu partout. Même à Montréal, il y en a plein, plein, plein. Alors ça s'est fait facilement. L'intégration se fait tranquillement, oui. Okay. Ouais. Alors vous avez été, vous avez dit que vous avez été embauché pour être interprète. Oui. Pouvez-vous me parler de ça, oui. s'il vous plaît? Donc à la base militaire de Longue-Pointe, on recevait les réfugiés laotiens, vietnamiens, cambodgiens. Donc on était trois groupes d'interprètes pour chaque pays. Et puis là, on recevait, moi j'étais surtout avec les femmes, les problèmes gynécologiques, on leur expliquait un petit peu comment on allait procéder. Et puis surtout les personnes âgées, il y avait beaucoup de peur, de crainte. Même s'ils sont venus avec les enfants, les petits-enfants, mais c'était le déracinement. Et moi-même, étant déracinée, j'aurais aimé les aider plus. Mais comme je ne connaissais pas non plus, alors j'étais entre les deux. Tout ce que je pouvais faire, c'est de traduire. Mais tout ce qui est pour rassurer les gens, je n'avais pas l'expérience encore. Alors, au bout de 40 ans, je pourrais aujourd'hui dire, soyez sans crainte, ça va aller bien. Mais à cette époque-là, au bout de 2-3 mois, je ne pouvais pas le dire. Ouais. Alors, l'intégration, il y en a qui sont arrivés à Montréal, ils ont fait leur papier d'immigration, mais ils sont dû être dirigés vers l'Alberta, vers le Nouveau-Brunswick, à travers tout le Canada. Donc, Montréal, ça a été juste un point de chute, enfin. Après, ça a été vraiment... Ouais. Alors, pouvez-vous me parler d'aujourd'hui, maintenant, vos frères et sœurs, comment est-ce qu'ils s'occupent, vos parents? Alors, en 2019, oui. 40 ans plus tard, oui. Voilà. Alors, de 10 personnes, en 79, 40 ans plus tard, nous sommes 25. Voilà. Alors, mes parents, ils ont 10 petits-enfants, 9 petits-fils et une petite-fille, et 2 arrière-petits-enfants, une petite fille et fils. Donc, moi, j'ai eu 2 garçons. Mon autre sœur en a eu 3. La 3e en a eu 1. La 4e en a eu 4. Et c'est la 5e qui nous a donné la petite fille, la seule petite fille. Voilà. Alors, 2 de mes sœurs sont infirmières. Elles travaillent donc depuis tout ce temps-là, donc depuis qu'elles ont fini leurs études en 80... Donc ça fait au moins 30 ans, disons 25 ans sûrs, qu'elles sont sur le marché du travail. Et puis 2 autres, elles travaillent aussi avec le public. Et moi, je suis massothérapeute. Là, nous sommes toutes, si vous voulez, dans la communication. Voilà. Et ça, on l'a toujours fait en fin de compte. Déjà, dans les camps de réfugiés, on aidait déjà, là, l'exemple qu'on a eu des parents. Et puis, notre papa, qui a aujourd'hui 86 ans, alors ça fait longtemps qu'il est à la retraite. Alors, il vit avec une de mes sœurs. Donc, j'ai 3 sœurs qui sont rachetées 3 maisons côte à côte. Alors, notre père est au milieu. Parce que notre maman nous a quittés il y a 3 ans. Oui. Elle est partie en 5 semaines. Un cancer du foie. Oui. Alors, c'était un autre... comment dire, un tremblement de terre pour tout le monde. Parce que veut pas, c'est comme ma maman qui était le lien avant tout, notre papa, hein, nos parents étaient forts, étaient solides entre eux. Alors, c'était très difficile, mais c'était serein. Voilà. On s'est toutes retrouvées, les 6 enfants. Avec notre père, on l'a accompagné du début jusqu'à la fin, dans la sérénité. Les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Ouais. Alors c'est pour ça qu'on continue et on raconte beaucoup l'histoire de la famille. Alors la traversée du Mékong, même pour 30 minutes, c'est quand même leur histoire. On a eu beaucoup de chance lorsqu'on se compare aux Vietnamiens. Hein, pendant des mois et des mois dans la mer de Chine et tous les Cambodgiens qui ont marché pendant des centaines de kilomètres avant d'arriver dans les camps de réfugiés en Thaïlande. Donc dans tout notre malheur, on a eu beaucoup de chance. Ouais. Oui, vraiment. Alors on apprécie, puis on le transmet, il faut le transmettre. Et puis les 2 générations qui sont nées ici, ils sont québécois complètement. C'est sûr, ils parlent, notre fierté, c'est qu'ils parlent très bien le laotien. Tous les petits-enfants parlent un parfait laotien. Ça a été notre mission.
Plus tard, s'ils ne voudront plus parler la langue, ça va être leur choix. Mais nous, en tant que maman, surtout avec mes sœurs, c'était notre rôle de le transmettre. Autrement, il n'y aura plus rien. Okay. Ça va disparaître. Peut-être que mes petits-enfants, eux, ne le parleront plus, mais au moins, on l'aurait fait. C'est leur choix après. On ne leur impose pas. Mais ils sont fiers. Oui. Ils sont retournés au Laos, en voyage avec des amis et tout, puis ils sont tout fiers de pouvoir parler la langue. Donc, ils sont trilingues. Ils sont tous trilingues. C'est une richesse, voilà. Vraiment, le métissage culturel, c'est ce que nous sommes, les réfugiés. Parce que lorsque vous arrivez au Canada, au Québec, et sur vos papiers, c'est marqué « apatride », c'est comme un couteau dans le cœur. Vous venez de nulle part, vous n'existez pas. Alors ça, il a fallu le travailler pour avoir des racines pour nos enfants. Puis on a travaillé fort. Et nous, moi j'ai travaillé, j'ai grandi avec les garçons en tant que femme québécoise. Donc, à travers les devoirs, les leçons à l'école que je leur faisais faire, j'ai appris toute l'histoire du Canada, l'histoire du Québec. On a tout fait ça. On a voulu vraiment, c'est notre pays, c'est chez nous, il faut qu'on la connaisse. Les filles de Caleb, tout ce que vous voulez, là, toute l'histoire. Et puis moi, je dis toujours que la télévision a été, et est encore aujourd'hui, mon meilleur prof. Okay. En tant que Canadienne et Québécoise. J'ai appris à travers la télé d'une manière accélérée. C'est comme si je voulais rattraper les premières 20 ans de ma vie, où je n'étais pas au Québec ou au Canada, pour m'enraciner, pour dire oui, c'est chez moi ici. Alors, au bout de 40 ans, oui, on est vraiment chez nous, puis on partage tout ça avec nos amis québécois, nos amis métissés, c'est extraordinaire. Ouais. Ouais. Depuis votre arrivée au Canada, est-ce que la famille a côtoyé des associations laotiennes? Oui. Pouvez-vous me parler de ça? Oui. Alors, dès le départ, notre papa, avec d'autres amis, ils ont fait un regroupement pour la religion. Parce que les personnes âgées avaient besoin de se retrouver pour se recueillir, pour la méditation. Alors, en tant que bouddhiste, il fallait un temple pour regrouper tout ce monde-là dans des moments difficiles et tout. Puis ils l'ont fait. Alors, à Laval, il y a un temple, un vat laotien, et ça existe depuis une trentaine d'années déjà. Et il y a beaucoup de relève. La relève est là, les jeunes sont là. Et puis un autre à Sainte-Julienne, dans l'Anaudière. Ça, c'est immense. Et je ne sais pas combien d'acres de terre ils ont, mais la relève est là. Et c'est extraordinaire que les jeunes s'impliquent. Alors, c'est du côté de notre père. Et du côté de notre mère et des dames laotiennes de sa génération, elles ont parti l'association des femmes laotiennes du Québec. Voilà. Et 40 ans, maman était conseillère longtemps et tout. Et moi, 40 ans plus tard, ça fait 2 ans que je suis la vice-présidente. Alors, on s'est beaucoup, impliqués, apportant ce qu'il y a de mieux dans la société québécoise et canadienne, dans l'association. Voilà. Et puis, il y a aussi l'association, il y a plusieurs associations laotiennes, mais on se regroupe. Mais c'est jamais, forcé. On a vécu les communautés, on sait ce que c'est. On part, le projet, puis les gens s'impliquent comme ils veulent. C'est libre. Et lorsque nous sommes arrivés, donc, nous avons vécu sur Côte-des-Neiges, parce que c'est un loyer qui n'était pas cher et que les étudiants laotiens, qui étaient là depuis les années 60, depuis 1970, donc qui étaient là depuis 9 ans avant l'arrivée des réfugiés, ils étaient autour de l'Université de Montréal. Alors, tout le monde est venu dans ce coin-là, mais c'était un quartier qui n'était pas très bien réputé à cette époque-là. Il y avait des drogués, des prostituées et tout. Alors, nous, on dit, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de là? Et la ville de Montréal et les 2 paliers fédéral et provincial, ils ont parti le projet des coopératives d'habitation. Alors, on s'est rassemblés, mon papa et puis 3 de ses amis, et on a eu 50 noms. Et on était sur leur liste, on était peut-être 14e ou 15e sur la liste. Mais les 14 premiers, lorsqu'ils ont vu le site, ils disent non, on n'en veut pas. Parce que c'était dans le quartier Mercier. Donc il y a 40 ans, il n'y avait rien, c'était des champs. Derrière le monastère des Carmélites. Vous avez le train, qui n'est pas le train de marchandises, des marécages, des champs.
des cimetières de voitures, des traces de seringues, des drogués, tout ce que vous voulez. Puis notre père, et puis ses amis, puis nous, les membres fondateurs, d'aller, on va relever des défis. On en a vu d'autres. On va voir. Alors, ils ont décontaminé le site, ils ont construit 36 appartements, 36, donc 6 immeubles, pour faire la coopérative qu'on a nommée Santisuk, qui veut dire le bonheur. Et comme c'est une rue qui n'existait pas, parce que c'était des champs, on a fait une demande à l'hôtel de ville. À cette époque-là, c'était Jean Doré qui était maire. Il dit, est-ce qu'on pourrait l'appeler par hasard la rue du Laos? Il dit, écoute, elle ne fait même pas 40 mètres, on va vous la donner, la rue du Laos. Alors c'est la fierté de notre père et de tous ses amis fondateurs depuis 40 ans. Alors on a un tout petit bout de rue qui s'appelle la rue du Laos. Et maintenant, au bout de 40 ans, c'est devenu un quartier qui fait partie du plateau Mont-Royal, du Myland, qui est très prisé par les artistes et tout. Alors de la petite coopérative dans un champ abandonné, ben, c'est devenu ça. Alors ça aussi, c'est une fierté pour nous. Voilà comment on peut contribuer justement à la société québécoise et canadienne. Et on fait beaucoup d'activités dans le quartier avec les autres, vraiment. Et pour les 375e anniversaire de Montréal, on a fait une grande parade de la coop avec tout le quartier sur le viaduc Van-Rosemont. Là, les gens nous ont découverts. Ils disent, vous êtes bien discrets, on n'entend pas parler de vous. Puis les gens passent souvent devant leur dit, de savoir l'histoire derrière le nom, ah, c'était quelque chose. Ils nous ont ouvert les bras, dit, bienvenue chez vous. Ça a été quelque chose. Mais il fallait que nous, on s'ouvre. Oui. Comme on était restés presque... Mais on ne peut pas s'ouvrir tant qu'on n'est pas enraciné. Vous avez rien, vous êtes apatride, vous n'avez rien à partager. Il fallait que nous, on s'enracine, qu'on se nourrit de tout ça avant de pouvoir partager. Mais c'est une belle partage, on est très bien, on est très impliqués partout. C'est notre contribution, mais c'est notre... Comment rendre ça justement aux gens qui nous ont accueillis comme ça, oui. C'était aussi une chance pour célébrer votre culture, oui, la culture laotienne. Préserver, oui, vraiment, oui. Parce qu'à la parade, on était habillés avec nos habits traditionnels et tout. Oui, on a fait des choses. On a eu des projets avec les bibliothèques, le centre, la maison de la culture du plateau Mont-Royal, qui est dans notre quartier. Donc faire des photos avec des vêtements traditionnels, mais métissés avec le Québec. Alors vous avez des vêtements du Laos avec de la fourrure, avec vos chapeaux, les bottes, et avec un paysage où la neige tombe. Alors c'est ça. Ça, c'est la réalité de nos enfants et petits-enfants. Voilà. Ça, c'est c'est chez nous. On ne peut pas... Parce qu'on peut donner beaucoup, on peut partager beaucoup, mais faut-il nous donner la chance de nous enraciner? Oui. Autrement, on ne peut pas le faire. Alors maintenant, je voudrais vous demander, si on vous invitait à participer à une conférence, par exemple dans un collège, une école secondaire, etc., pour parler de votre expérience d'avoir quitté votre pays natal pour venir vous établir au Canada, qu'est-ce que vous voudriez partager avec eux, s'il vous plaît? Comment je pourrais dire ça? On a tellement de choses à partager avec vous, mais donnez-nous le temps de nous imprégner, si vous voulez, de votre culture avant. Comme ça, on peut échanger. Parce que quand on arrive les mains vides, on est déraciné, donc on se sent démuni, donc on ne peut pas échanger lorsqu'on n'a plus rien. Voilà. Mais moi, je crois que l'avenir et le bonheur sur Terre, disons, je ne suis pas philosophe, mais c'est le métissage culturel. Ouais, moi, je crois à ça. Plus les cultures vont s'entremêler, plus ça va être mieux. Ouais. Et puis moi, je trouve que le Québec, c'est extraordinaire, le Canada est extraordinaire, parce que justement, il nous donne l'opportunité de pouvoir vraiment avoir une deuxième naissance, revivre tout ça. Et puis faire confiance aux gens. Lorsqu'on arrive comme ça, démunis et tout, on n'est pas mauvais. C'est juste l'extérieur. Ouais. C'est l'intérieur qu'il faut nous découvrir après. Voilà. Alors, je termine pour vous demander, y a-t-il d'autres choses que vous voudriez partager avant? Oui. Ma passion. Okay. Moi, je suis massothérapeute. Okay.
Et lorsqu'on arrive ici, on n'a pas grand-chose dans nos bagages. Mais ce que j'ai eu, moi, dans mes bagages, c'est le massage fait partie de la culture laotienne. Tous les mamans savent masser, les grands-mamans savent masser, plus ou moins bien, vous voyez. On se débrouille. Et à l'âge de 30 ans, je dis, je vais faire c'est ma passion, il faut que je vive de ma passion, parce que j'étais gérante d'une pâtisserie, mais je ne me voyais pas finir mes jours derrière le comptoir de pâtisserie, les jambes pleines de varices, et puis ne pas être heureuse. Alors j'allais prendre des cours pour répondre aux critères de la Fédération québécoise des massothérapeutes, mais comme j'étais à la faculté de médecine, ça m'a aidé. Alors j'ai pu vraiment avoir des cours qui sont reconnus, si vous voulez, quand même, et je suis massothérapeute depuis 31 ans. Et je partage le massage à tous mes clientes qui passent et ça fait partie de la vie. Et de plus en plus, les gens s'aperçoivent que le massage, c'est sain. Ils oublient, comment dire, ce n'est pas ce que le cinéma ou bien ce que les GI, les Américains allaient en permission dans les maisons de prostitution à Bangkok et puis ils ont ramené le fameux massage thaïlandais. Ça, c'est erroné complètement. Vous voyez ? Parce que le massage laotien thaïlandais, ça se pratique dans un endroit public, dans les temples, dans des salles communes, et la personne reste habillée. Et on fait des mouvements de yoga, donc ça n'a rien à voir à ce que ça a été véhiculé. Alors, depuis 30 ans, on véhicule ça, la Fédération québécoise aussi, des massothérapeutes, on véhicule tout ça. Alors, c'est devenu, pas le quotidien, mais ça fait partie de la vie des Québécois maintenant. Alors ça, c'est une petite chose que j'ai ramenée, mais pas juste moi, mais la culture asiatique, on a ramené ça au sein des familles. Il y a beaucoup de familles qui viennent se faire masser, mais en famille. Voilà. Alors, ouais.